attendre pour ce nouveau numéro de Lyon Politique, le rendez-vous de Lyon Mag TV qui revient sur l'actualité lyonnaise de la semaine qu'on va tenter de décrypter avec eux sur le plateau. Deux anciens élus lyonnais, Myriam Fogel-Jedidi. Bonjour Myriam. Bonjour Alexis. À vos côtés Romain Blachier. Bonjour Romain. Bonjour. Et enfin mon confrère Raphaël Ruffier-Fossoul. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexis. Le sommaire avant de débuter, Grégory Doucet doit-il accepter l'invitation à passer une journée avec des habitants de la Guillotière? Des Lyonnais remercient le maire dans la rue. Est-ce qu'on sous-estime la satisfaction de la population? Une fête des Lumières annoncée comme grandiose en décembre. L'événement peut-il se conjuguer avec l'écologie? Et puis, écriture inclusive, anglicisme, acronyme banni par la région. Laurent Wauquiez tombe-t-il dans la caricature du grand mâle blanc dominant? Alors, ça fait des mois que les habitants du quartier de la Guillotière interpellent Grégory Doucet sur les réseaux sociaux ainsi que ses adjoints sur leur quotidien avec des photos de détritus, d'attroupements, de bagarres et qu'ils n'ont aucune réponse. Le collectif de la Guillotière en colère a décidé d'innover en invitant officiellement le maire de Lyon à venir passer une journée avec Maria et Antonio, des habitants de la place Gabriel Péri, et donc à se confronter à leurs problèmes. Romain, vous êtes l'une des figures de ce quartier de la Guillotière où vous habitez. Déjà, ça vous énerve qu'on parle autant de ce collectif de la Guillotière en colère. Et puis sur l'idée d'une invitation à passer la journée avec des commerçants, des habitants, voire avec des personnes moins négatives sur la Guillotière comme vous, ça serait pas une bonne idée pour Grégory Doucet d'y aller? Alors, la Guillotière en colère, oui, c'est essentiellement la famille Balma et 2-3 autres personnes, donc c'est relativement peu de monde. Donc parler des habitants de la Guillotière, alors que qu'il y a d'autres associations, Bien vivre à la Guillotière, pour en prendre une autre, la Guillotière n'est pas à vendre, certes, qui est un côté assez extrémiste, dans l'autre sens. Et puis un certain nombre d'habitants, de commerçants. Là, par exemple, effectivement, l'autre jour, on a parlé des associations de commerçants qui, pour le coup, ont un regard peut-être un peu plus constructif et mesuré. Pour ce qui concerne l'invitation de la Guillotière en colère, moi, je me rappelle que quand j'étais élu, à plusieurs reprises, j'ai demandé à voir la Guillotière en colère, parce qu'il m'interpellait sur les réseaux sociaux. Et dès qu'il s'agissait de me voir dans la vraie vie, il n'y avait plus personne, ça se déballonnait. Mais de temps en temps, j'avais des petits... quand je passais dans la rue, il y avait un de leurs 20 ou 30 comptes trolls, parce qu'ils fonctionnent énormément comme ça. Ils ont beaucoup de comptes pour faire croire qu'ils sont nombreux, alors qu'ils ne sont pas très nombreux, qui venaient prendre en photo le moindre de mes passages. Donc c'était plutôt assez flatteur. J'avais l'impression d'être une star. Sur la question de fond, oui, la situation de la place du Pont, la place Gabriel Péri, de son nom officiel, elle est problématique. Ça date pas de Grégory Doucet, avant Gérard Collomb, Michel Noir, Raymond Barre, et encore avant, c'est historique, cette situation. Ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, cet empilement de misère, cet empilement d'un certain nombre de choses est de plus en plus tendu pour les habitants du quartier. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose largement au-delà des extrémistes des deux bords. On trouve effectivement une vraie insatisfaction. Ça demande un réaménagement urbain, ça demande peut-être un débat sur la piétonisation de la rue de Marseille, qui avait été un temps posé, c'est une possibilité. Ça demande évidemment des services de sécurité, mais les services de sécurité, ils viennent régulièrement sur la place, ils restent. Les problèmes partent. Et puis après, les gens reviennent dès que la police n'est plus là. Donc il y a un traitement structurel de l'espace public à faire sur cet endroit-là. Moi, à l'époque aussi également, j'avais commencé à développer des actions culturelles dessus. Alors, les actions culturelles, ça ne fait pas tout, mais ça permettait d'occuper la place. Manifestement, ça n'a pas tout fait. Non, manifestement, s'il y avait eu un peu plus de moyens donnés à l'époque, j'avais sollicité l'adjoint à la sécurité, Jean-Yves Sécheresse, qui n'a donné aucun budget, aucune articulation là-dessus. Donc quand vous êtes un peu tout seul, c'est pas forcément évident de faire ça. J'attire l'attention de tous ceux qui veulent aussi également traiter la Guillotière sous le seul angle 1 de la place du Pont, que la Guillotière, c'est un quartier qui est très grand. Je veux dire, quand j'ai écrit mon bouquin sur la Guillotière, par exemple, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de définition réelle de la Guillotière. Il y en a pour qui c'est juste la place du Pont, il y en a ça va de Garibaldi jusqu'à Berthelot, enfin il n'y a pas de définition. J'attire aussi l'attention du fait que pendant les élections municipales, c'est un sujet qui a essayé d'être instrumentalisé par différents bords, et notamment la stratégie, je peux le dire d'autant plus que j'en différais fortement à ce moment-là, que c'est notoire, notamment Gérard Collomb et Jean-Yves Sécheresse, qui n'avaient pas fait grand-chose pour cette place à l'époque. Je veux dire, il a pu parler de cette place pendant les municipales. L'adjoint à la sécurité, Jean-Yves Sécheresse, avait un peu rien foutu là-dessus, et la situation actuelle, c'est aussi son bilan, en plus du bilan de la police. La tentative de Gérard Collomb, c'était de traiter la Guillotière sous l'angle de la sécurité. Qu'est-ce que ça a donné? Sur le bureau de vote, où il y a la place du Pont, le score des Verts, ça a été le plus grand de tous. C'est-à-dire qu'en réalité, cette problématique sécuritaire, elle existe, mais il faut faire attention à ne pas la manipuler de manière électorale, parce que les gens de la Guillotière, y compris ceux de la place du Pont,
ils considèrent aussi d'autres paramètres dans leur existence. Mais alors justement, si le vote écologiste a été fort sur la place Gabriel-Péry, c'est qu'il y a une attente qui est importante. Aujourd'hui, il n'y a pas encore grand-chose qui a été fait, mais il y a des pistes qui sont lancées par la municipalité. Myriam, est-ce qu'au moins, pour montrer aux gens concrètement que Grégory Doucet s'intéresse à eux, il devrait accepter cette invitation à venir échanger et constater par lui-même? Oui, bien entendu qu'il faut qu'il accepte cette invitation. Grégory Doucet ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et ça serait pour lui l'occasion de enfin comprendre ce que vivent les habitants. Moi, j'espère vraiment sincèrement qu'il va être à l'écoute de la détresse de ses habitants, de leur colère. Il va, je l'espère, pouvoir observer de près l'insalubrité de ce quartier, l'insécurité. Et quand il brandit la carte des médiateurs sociaux dans le quartier, moi je trouve que c'est invraisemblable. Cette zone, c'est une zone de non-droit. On ne peut pas résoudre ce problème de sécurité, qui est un problème grave. Quand on entend parler des coups de feu qui sont tirés Courgambetta, on n'est pas en train de parler d'un petit problème qui peut être résolu avec des médiateurs sociaux. Évidemment que non. C'est pas du tout la solution. Moi, j'attends de lui qu'il vienne constater ce qui se passe, qu'il comprenne et réalise, qu'il soit dans l'empathie de ses habitants qui sont furieux. Et moi, je les comprends. Je n'aimerais pas vivre ce quartier-là. Déjà, quand je traverse, je suis assez impressionnée. Alors, on n'a pas tous votre gabarit, je suis désolée. Mais moi, avec mon petit gabarit, j'avoue que je suis impressionnée quand je passe là-bas et que je me fais interpeller par les gens. Ah, il y a du harcèlement, ça, c'est sûr. Et ça, il faut aussi se mettre à la place d'autres personnes. Moi, je ne suis pas un homme, je suis une jeune femme. Mais le harcèlement de rue, j'en ai parlé, c'est une réalité, c'est un vrai problème qu'il faut traiter. C'est un vrai problème qu'il faut traiter. Moi, j'attends de Grégory Doucet des actes, j'attends de lui une présence policière permanente, jusqu'à ce que le problème soit résolu. Il faut poser le savoir poser. Il faut savoir poser l'autorité, et je pense qu'il faut que le maire fasse preuve d'autorité, que la police fasse preuve d'autorité dans ce quartier. Moi, c'est ce que j'attends de Grégory Doucet. Oui, Raphaël, vous précisez qu'effectivement, on ne peut pas mettre de policiers en permanence parce que le ministère de l'Intérieur l'interdit, entre guillemets. C'est la consigne qui est donnée à cause de Vigipirate. On ne peut pas mettre de policiers statiques. Même partout en France, il n'y a que quelques endroits comme l'Élysée et puis certains endroits très emblématiques, mais on ne peut pas dans les faits. Est-ce que vous pensez vraiment, Raphaël, que les écologistes peuvent trouver la solution que personne n'a jamais trouvée depuis des décennies? Mais ils ont quand même aussi été élus pour ça. La promesse des écologistes, apaiser la ville, c'est pas une promesse qui n'est pas sécuritaire, quoi. C'était au contraire de dire qu'effectivement, à force d'éviter le problème en fait, de la guillotière, la précédente majorité, à part effectivement de faire un peu de barouf sur la sécurité et puis mettre des faux chantiers pour que les gens s'en aillent, ils n'avaient pas fait grand-chose. Maintenant, apaiser la ville, c'est pas simple. Je trouve que la proposition, elle est maligne de dire à Grégory Doucet de venir passer une journée, puisque c'est ce que font les écologistes. On avait Mohamed Chi cette semaine, il nous a rappelé, il nous a expliqué les marches exploratoires qu'ils font dans la ville la nuit avec le maire de nuit pour déceler les problèmes. C'est que la guillotière en colère sait très bien que Fanny Dubois habite sur cette place. Donc si vous voulez, c'est encore une fois de la posture. Mais je crois que Fanny Dubois, ils n'ont pas très envie de dialoguer avec elle à cause de ce qu'elle peut raconter de temps en temps dans la presse. Et pourquoi pas taper plus haut et aller directement voir non, mais s'il y a une concertation, elle doit se faire avec tous les habitants de la Guillotière, pas avec Kat Gugus. Elle doit se faire avec, évidemment, des habitants qui ont d'autres visions, d'autres trucs. C'est vrai que vous avez rappelé tout à l'heure la question du chantier. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est élu aujourd'hui, Marion Sessec, donc 3e, élue verte. Elle voulait absolument qu'il n'y ait rien qui soit fait sur la place, qu'il fallait absolument tout laisser. Lorsqu'il y a eu la polémique sur ce chantier, qui était une erreur monumentale encore une fois, de l'adjoint à la sécurité, de la maire d'arrondissement de l'époque, enfin ça a été une espèce d'énorme erreur. Mais par contre, qu'il faille occuper différemment l'espace, c'est absolument évident et ça peut être une solution portée par les écolos. Après, si on doit discuter avec tout le monde, il faut aussi que la maire d'arrondissement soit impliquée. C'est pas à une association lambda de décider qui discute avec qui ou quoi. Voilà, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est quand vous réduisez la guillotière en colère à quelques personnes. Ce n'est pas vrai. Pendant la campagne des régionales, moi j'étais interpellée sur le marché par plusieurs personnes qui sont excédées. Tout le monde ne s'exprime pas. Tout le monde ne s'exprime pas. Je pense qu'il y a une réalité. Les gens sont très résilients en fait. Ils le vivent. Ils sont désespérés de voir que ça ne bouge pas. Et comme à chaque fois, il y a quelques personnes qui s'expriment.
expriment. Et moi, je pense que le sujet, c'est pas tant de faire une promenade, c'est pas le sujet, c'est qu'ils vivent la situation. Et donc, moi, je ne pense pas qu'il faille avoir un attroupement, c'est pas le sujet. Il faut qu'il aille sur place et qu'il vive la vie des habitants telle qu'il la ressent. Et c'est le sujet. Mais pas suffisamment longtemps. C'est sûr que s'il vient une heure et qu'il repart, il ne vit pas vraiment la situation. La situation se vit différemment si c'est en journée, en soirée. Et quand on a supporté aussi 24 heures d'affilée, moi je trouve que c'est une excellente chose qu'il y aille parce que de toute façon aujourd'hui, manifestement, il ne comprend pas ce qui se passe. Regardez l'émission avec Mohamed Chi qu'on a fait cette semaine. Nous a détaillé en détail vraiment la situation de la guillotière. Ça ne peut pas dire qu'ils ne la connaissent pas. La vraie question, c'est est-ce qu'ils arrivent à mettre en œuvre des solutions? Ils prônent le long terme, très bien. Mais il faudra que ce soit efficace, effectivement, sur le terme. C'est des situations qui sont complexes, c'est sûr. C'est déjà pas avec les médiateurs sociaux. Moi, je ne suis pas partisan. Les médiateurs sociaux, ça date de Raymond Barre. Non, mais les médiateurs sociaux, ça marche très très bien quand vous avez des petits conflits. Là, on est en train de parler de coups de feu. Quand on a des coups de feu qui sont tirés, on n'est pas en train de parler d'un petit conflit avec la possibilité de le régler avec des médiateurs sociaux. Il y a pas des coups de feu tous les jours. Il y a aussi des micro-conflits qui sont réglés comme ça. C'est bien trop pour les habitants. Il y a eu un policier agressé cette semaine lors d'une interpellation. Le policier, d'ailleurs, on n'a pas parlé de ce policier agressé cette semaine, dont effectivement, j'imagine qu'on est tous solidaires de lui et de sa famille. Parce qu'effectivement, là, par contre, il y a un autre phénomène qui est nouveau, qui demande peut-être une réponse plus musclée, c'est le fait qu'auparavant, vous n'aviez pas des foules solidaires de voleurs. C'est-à-dire, vous aviez des problèmes, des gens qui dealaient dans les coins, mais le coup des foules solidaires de voleurs qui tapent sur un flic, alors là, pour le coup, c'est quand même quelque chose de très très nouveau. Et là, c'est quelque chose qui doit être traité autrement que par des tweets. C'est bien ce que je dis. Ce sujet-là, il faut le traiter. Il y a deux façons de le traiter. C'est poser évidemment des caméras. Et ça, je ne suis pas d'accord avec la politique de Grégory Doucet qui dit qu'il y en a suffisamment sur Lyon. Ce n'est pas vrai. C'est pas ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Ils ont changé d'avis là-dessus. Il faut poser des caméras. Ils sont plutôt à dire qu'ils vont en remettre. Alors qu'ils ont voté contre toutes les caméras. Il faut une présence policière qui soit suffisante jusqu'à ce qu'on ait résolu ce problème. Et certainement pas 2 heures uniquement par jour. C'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. On pourrait faire toute l'émission sur la guillotière, mais c'est pas l'objectif. On continue donc à parler de Grégory Doucet, puisque le maire donnait ce jeudi une interview au Progrès. Nos confrères lui ont demandé comment il gérait les nombreuses critiques qui naissent sur sa gestion de la ville, ce à quoi l'élu écologiste a répondu que des gens l'arrêtaient dans la rue pour le remercier. Alors pas un merci général, mais la citation, c'était « Merci de ce que vous avez fait dans l'école de mes enfants ». Myriam, vu les réactions qu'il y a eu ensuite, que ce soit sur lyonmac.com ou sur tous les réseaux sociaux, personne ne semble croire à cette anecdote de Grégory Doucet. Vous la croyez, vous ? Écoutez, moi, je suis ravie pour lui s'il y a encore 1 ou 2 personnes à Lyon qui le remercient. Moi, je pense sincèrement que dans quelques années, il y aura peut-être. Donc vous pariez que la droite est réélue, gagne la vie de la prochaine élection. Non, je pense sincèrement que s'il continue cette politique, il y aura un exode massif des Lyonnais en périphérie de la ville. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand vous avez des habitants qui quittent Lyon parce qu'ils n'acceptent pas la politique qui est menée, ou quand les gens se résignent, parce que les Français sont très résilients, et qui se résignent à cette situation, moi je pense que c'est un échec de cette politique. Et hier, à l'occasion de la réunion annuelle des associations des maires, le président du Sénat, Gérard Larcher, l'a rappelé très justement. Le maire, c'est la figure de l'unité et de la protection. Aujourd'hui à Lyon, vous n'avez ni l'unité ni la protection. Romain, vous êtes un spécialiste des réseaux sociaux. On sait qu'on entend plus souvent les gens se plaindre qu'applaudir sur ces plateformes. Dans la vraie vie, dans les quartiers, et pas seulement sur les pentes de la Croix-Rousse, est-ce qu'il n'est pas, effectivement, c'est pas délirant de penser que beaucoup de Lyonnais, intramuros, peuvent être satisfaits de la gestion faite par les écologistes? Ça correspond à ce pourquoi ils ont voté. Alors, pour faire une transition avec le sujet d'avant, vous voyez, par exemple, quand un quartier ou quand une ville va vraiment pas, vous prenez par exemple Saint-Étienne ou Givors. Ouais. Vous prenez Saint-Étienne ou Givors, le prix de l'immobilier, il tombe. Chez nous, que ce soit à la Guillotière, y compris à la place du Pont, mais ne vous inquiétez pas, après je vais élargir le sujet, le prix de l'immobilier, il explose. Ça veut bien dire donc que, effectivement, il y a peut-être des Lyonnais qui partent pour quelques-uns d'entre eux, mais vous en avez beaucoup qui arrivent. Le problème aujourd'hui à Lyon, c'est que vous avez beaucoup de gens qui veulent habiter dans cette ville, et du coup, le prix de l'immobilier, le prix d'un peu tout explose. Voilà, pour reprendre quelque chose de central, c'est que le marché, des fois il a tort, mais enfin en général, il marque quand même quelque chose d'important quand il y a une offre
c'est qu'il y a un certain prix, c'est qu'il y a une demande. Est-ce que Grégory Doucet, il y a des gens qui le remercient dans la rue? C'est probable. Lorsque vous faites une politique, vous avez des gens qui sont pour, vous avez des gens qui sont contre. Vous avez aussi toujours l'effet de « Ah tiens, je croise une figure connue, je vais le remercier ». Après, c'est un peu la même chose que ce qu'on disait juste avant les municipales, je crois, ici, oui, ici d'ailleurs, juste avant les municipales. C'est quand Gérard Collomb, par exemple, les gens faisaient des selfies avec lui. C'était à la fois parce que certains d'entre eux appréciaient sa politique, mais vous en aviez aussi parce que, tiens, j'ai croisé Gérard Collomb, comme on croise une personnalité, comme vous pouvez croiser un footballeur, comme vous pouvez croiser, je sais pas moi, demain je croise Kylian Mbappé, c'est tout à fait possible que je fasse un selfie avec lui, mais je vais pas devenir supporter du Paris Saint-Germain pour autant, quoi. Mais Gérard Collomb, c'était GG. Oui, mais parce que... Grégory Doucet, c'est pas encore c'est pas encore Doudou. Ah, c'est pas encore Doudou. Ah, c'est pas mal. C'est un peu Greg. C'est Greg. C'est un petit peu Greg. Non, mais si vous voulez, vous avez quand même le fait que c'est le maire de Lyon, vous avez quand même ce phénomène-là. Ça reste le maire de Lyon, ça reste une figure connue, donc voilà. Et après, effectivement, vous pouvez toujours être content d'une mesure ou d'une autre, ne serait-ce aussi parce que le vote, c'était il n'y a pas longtemps. Donc vous avez des gens, il n'y a pas longtemps, et même si le vote, il y avait peu de monde qui ont voté au niveau volume, mais vous avez des gens qui ont voté pour cette majorité très, très largement. Aux élections régionales, les Verts, ils ont fait un score qui est quand même significatif, c'est-à-dire que vous avez la consolidation d'un vote vert. Donc qu'il y ait des gens au milieu qui viennent remercier Grégory Doucet, c'est normal. Est-ce que c'est la majorité des gens? J'en sais rien. Rappel, on n'a pas eu encore de sondage sur les premiers bilans des écologistes à Lyon, donc c'est vrai que c'est difficile de se rendre compte s'il y a une adhésion forte ou inexistante à Lyon. Quelle est votre opinion à ce sujet? Je suis sûr qu'il y a même des gens, alors pourtant c'était le taux de satisfaction plus bas de la 5e République, je suis sûr qu'il y a des gens qui viennent remercier François Hollande d'avoir passé un bon moment. Ouais. Je suis sûr que ça doit exister. Oui, mais je pense, enfin, je vois pas ce qu'a fait Grégory Doucet depuis qu'il est élu pour fâcher ses électeurs. Parce que on donne toujours la parole aux opposants. Uniquement pour vos électeurs, c'est pas le sujet. Est-ce que je peux répondre? Non, mais on pourrait faire le parallèle. On donne toujours la parole, effectivement, beaucoup aux opposants. Et on pourrait faire le parallèle avec Emmanuel Macron. On a le sentiment qu'Emmanuel Macron est détesté en France. La réalité, quand on regarde les sondages, c'est que, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas ça pour un président sortant, il est favori dans tous les duels possibles du deuxième tour. Et qu'il a un taux de satisfaction qui est encore assez élevé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des opposants forts, mais ça veut dire que, objectivement, Emmanuel Macron, les gens qui ont voté pour lui au premier tour de la présidentielle la dernière fois, ils sont toujours là. Une partie un peu déçue sur sa gauche, il en a gagné un peu sur sa droite, mais il a gardé le même socle. Moi, j'ai le sentiment que pour les écologistes, c'est un peu pareil. Ce que n'a pas vu la droite, et c'était un peu un exemple ce que vous donniez tout à l'heure, c'est que, et ce qu'a pas vu Gérard Collomb non plus, c'est que en fait, les Lyonnais ont changé dans ces dernières années, et notamment sur l'automobile. On entend beaucoup parler des problèmes de circulation, mais les gens qui habitent à Lyon, dans leur majorité, n'ont plus de voiture, ne s'en servent pas pour aller travailler. Donc c'est pas eux qui sont dans les bouchons. Eux, au contraire, ce qu'ils demandent, c'est qu'on enlève les voitures devant chez eux, qui leur créent un désagrément, alors qu'eux habitent ici, vont travailler à pied ou en transport en commun, et préféraient retrouver un peu de l'espace pour faire du vélo, pour avoir des parcs pour les enfants, pour avoir des trottoirs plus larges. Et donc, quand les écologistes font ce type de mesures, ils les applaudissent. Et c'est vraiment la caricature, c'était ce qu'on a vu à Grenoble. Quand on entendait parler de Grenoble ces dernières années, aux dernières municipales, c'était Chicago, les gens étaient en colère. Enfin, à Lyon, Gérard Collomb a fait campagne en disant que vous allez voir, Grenoble, c'est la catastrophe, vous allez voir la même chose à Lyon. Résultat, Grenoble, ils sont réélus sans difficulté, parce que les Grenoblois étaient pour ces politiques-là. Moi, je pense que les gens qui ne sont pas d'accord avec cette politique finissent par partir. Et c'est ça le sujet. C'est-à-dire que quand votre vie devient un enfer, quand vous ne pouvez pas, et c'est pas vrai, il y a des Lyonnais qui travaillent en dehors de Lyon, ils n'ont pas tous leur emploi à 2 stations de métro, ou à 15 minutes à pied, ou à 15 minutes de vélo. Donc, mais ils ne prennent pas tous non plus leur voiture tous les jours. Parce mais que quand vous devez prendre votre voiture, parce que c'est ainsi, parce que vous habitez en dehors de Lyon, et que vous n'avez pas le choix, parce que vous avez des choses à transporter. Non, mais quand vous devez aller travailler en dehors de Lyon, et que vous habitez Lyon et que vous utilisez votre véhicule quotidiennement, je suis désolée, c'est devenu un enfer. Et moi, autour de moi, je vois plutôt des gens ça a toujours été un enfer. Il n'y a aucune ville au monde où la circulation automobile est une solution pour les transports. Aucune ville. Ce n'est pas vrai. Depuis l'arrivée de Doucet... Vous connaissez une ville où la circulation automobile fonctionne? Bordeaux, après oui, j'en connais des villes où... C'est impossible de sortir pour aller bosser à Mérignac. Non, mais... Juste pour terminer, si vous permettez, bien sûr que la circulation a énormément évolué et s'est dégradée de façon vraiment très importante dans Lyon. Pourquoi? Michel Parce Noir, qu'il a fait faire sauter le bouchon de Fourvière. Il a fait. Mais je vais terminer. Si vous permettez. Pardon, excusez-moi. Non, il a effectivement
décidé seul de faire de pistes cyclables à des endroits où vous aviez une circulation extrêmement fluide, et aujourd'hui c'est un enfer. Vous ne pouvez plus circuler à Lyon, mais quelle que soit l'heure de la journée. Avant vous aviez des pics, mais aujourd'hui il n'y a plus de pics. C'est toute la journée, vous ne pouvez plus circuler. Et ça, moi je n'entends pas. Mais il n'y a pas que le sujet de la circulation. Les gens sont furieux quand vous regardez les rues, c'est d'une saleté, mais tous les quartiers sont sales. Regardez, place de la Comédie, place de l'Hôtel de Ville. Mais moi j'y passe tous les matins et je vous assure, je me demande quand il va utiliser de l'eau pour... j'ai l'impression qu'il a fermé tous les robinets, qu'il n'est pas question d'utiliser une seule goutte d'eau pour nettoyer les rues. Moi j'en viendrais presque à prier qu'il pleuve pour qu'on ait une ville propre. Et ça, c'est pas possible. Allez, on avance, parce qu'il nous reste assez peu de temps. Troisième sujet sur Grégory Doucet. Promis, c'est le dernier pour aujourd'hui. Toujours dans cette interview au Progrès, le premier magistrat lyonnais a fait une promesse forte, celui de proposer une édition 2021 grandiose de la Fête des Lumières. Alors, assez peu d'informations ont filtré pour le moment. Le maire a simplement évoqué deux choses. Sa volonté de sortir de la presqu'île pour proposer des événements dans les arrondissements, et puis celle de penser avant tout aux enfants et donc d'éviter des attroupements dans le centre-ville ou ivoirien. Raphaël, la question aujourd'hui est de savoir si la Fête des Lumières peut vraiment être grandiose tout en étant respectueuse de l'environnement. Et c'est une vraie question, et en plus c'est une vraie gageure. Alors on a un exemple, c'est que la première adjointe à la Fête des Lumières de Gérard Collomb était une écologiste, Pascale Bonnier-Le-Chalier, qu'elle a voulu une fête décentralisée dans les quartiers, quelque chose qui soit moins massif au centre-ville, plus agréable. Et ça a été considéré comme un échec par Gérard Collomb. Pourquoi ça a été considéré comme un échec ? Parce qu'il y a eu des réussites très intéressantes et il y a eu des fiascos complets. Et il faut rappeler que ça s'est arrêté à cause des attentats aussi. Alors, Gérard Collomb d'abord a viré Bonnier-Le-Chalier. D'abord, à cette époque-là, en disant non, on revient à une fête en centre-ville, il faut que ce soit grandiose. Je pense qu'il a raison, Gérard Collomb. La fête des Lumières, c'est pas une fête de quartier, c'est une fête où on doit avoir l'excellence en matière de lumière. Le monde entier vient nous voir. Il faut vraiment qu'on soit dans l'excellence. Mais l'excellence, ça ne veut pas dire forcément tout place des terreaux, place Bellecour, où ça devient une foule insupportable. On peut faire de l'excellence à la Guillotière, pourquoi pas. Là, ce sera plutôt dans le parc Sergent Blandan. Ouais, ça peut être très intéressant, mais il y a intérêt à ce que ce soit très réussi. Parce qu'il ne faut pas que ce soit dans un quartier quelque chose que, si on envoie les Lyonnais là-bas et qu'ils trouvent quelque chose qui n'est pas vraiment excellent, la déception sera forte. Et là, la critique derrière sera forte. Romain, on vous a vu trépigner de joie en parlant des arrondissements, parce qu'effectivement, Grégory Doucet a parlé du parc Sergent Blandan, dans votre 7e arrondissement. Là, il vous a conquis. Alors, plusieurs choses. Déjà, effectivement, cette question de fête des Lumières décentralisée, ça a été largement dit par Raphaël, c'est effectivement toujours l'enfant de Pascale Bonnier-Le-Chalier qui avait, et je trouvais que l'idée était excellente à l'époque, essayer de décentraliser cette fête qui a vocation certes à effectivement à être, je vais redire exactement la même chose que toi, donc je vais être assez court sur ça, mais certes à être un rayonnement international, mais aussi à irriguer tous les quartiers. Il y a eu une deuxième étape de recentralisation de cette fête qui a été faite justement après les attentats du 13, parce que chaque arrondissement à l'époque avait une petite enveloppe dans laquelle il pouvait organiser des événements, et à la Guillotière, que ce soit dans la partie de la Guillotière située place du Pont, que ce soit dans la partie de la Guillotière située vers le parc Sergent Blandan, que ce soit dans la partie de la Guillotière située vers Berthelot, on arrivait à faire quand même des résonances de cette fête des Lumières, et c'était pas mal, et c'est dommage que ça ait été supprimé. Je sais que moi à l'époque j'avais fait plusieurs notes de demande de décentralisation vers les arrondissements, et qu'à chaque fois effectivement Gérard Collomb avait été bloqué par cette tentative de Pascale Bonnier-Le-Chalier, ça lui avait pas plu, puis il y avait une autre histoire personnelle derrière, sur autre chose qui faisait que, et du coup c'était impossible de faire parler de ça. Si on veut par contre une fête des Lumières qui soit peut-être effectivement plus fluide par les Lyonnais, parce que vous avez beaucoup de Lyonnais qui ne font plus la fête des Lumières parce qu'elle est trop... moi le premier, il y a des tas d'années où j'ai pas fait la fête des Lumières parce que aller en presqu'île, m'engouffrer dedans, en plus moi j'ai des jeunes enfants, donc c'est pas forcément évident. Et ben ça me disait pas, aujourd'hui vous mettez une fête des Lumières dans mon quartier, et puis dans d'autres quartiers, dans le premier, dans le premier il y en a déjà un peu, mais un peu plus haut dans le premier, dans le 4e ou ailleurs, ça peut être quelque chose qui peut, moi à mon sens, m'intéresser. Je trouve également que ça pourra permettre sans doute à la fois d'avoir des choses grandioses en presqu'île, mais aussi d'avoir plus de création locale dans les quartiers, et on a besoin de soutenir les créateurs locaux en arts plastiques. Il y a vraiment une faiblesse dans le soutien aux acteurs des arts plastiques, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment génial à mon avis, qui va être important. Et puis la rendre plus kid-friendly, oui c'est évident, on a très très peur
Je vous parlais de mes jeunes enfants, on a très très peur d'emmener ces jeunes enfants à certains endroits, à Bellecour ou devant Vous êtes en insécurité. Je sens mes enfants en insécurité, mais ça m'arrive de me sentir en insécurité, tout bedonnant que je suis. Dans votre quartier de la Guillotière, alors. Oui, puis après j'ai aussi des amis dans mon quartier de la Guillotière, j'ai aussi des gens, par exemple, je vous ai parlé du harcèlement de rue tout à l'heure à la Guillotière, c'est aussi quelque chose sur lequel il y a eu ce travail, mais si vous voulez quitter le premier et venir habiter à la Guillotière, ce serait très bien. Alors on va revenir sur la fête des Lumières. Sur la fête des Lumières, donc voilà, tout ça c'est intéressant. Comment est-ce qu'on peut faire pour le rendre plus écolo? Effectivement, c'est une gageure, mais ça veut dire très probablement qu'il va falloir aussi rendre encore plus piéton la ville, ça va pas vous plaire, pendant quelques jours, parce que justement il va falloir libérer beaucoup plus d'espace pour laisser passer les familles, les enfants et laisser aussi les installations. Myriam, on se souvient que l'an dernier, à cause du Covid, on avait eu une édition plus restreinte avec un appel à revenir aux traditions, aux sources, en mettant des lumignons sur les fenêtres. Alors c'était sympa, mais tout le monde n'avait pas suivi le mouvement. Là, les écologistes qui annoncent qu'on revient enfin à une fête grandiose, tout le monde est forcément content. Moi, je pense que Grégory Doucet n'arrivera jamais à faire une fête aussi grandiose qu'a su faire, comme l'a su faire Gérard Collomb, qui a su hisser la fête des Lumières lyonnaise au plan international, qui a su attirer des millions de visiteurs qui sont venus découvrir notre très belle ville de Lyon. Et en fait, c'est une fête des Lumières, mais il faut aussi rappeler la dimension religieuse de cette fête. Grégory Doucet ne s'ancrera jamais comme les Lyonnais le font. Ça dépend des Lyonnais. Tous les Lyonnais ne sont pas catholiques. Je suis lyonnais, je suis protestant. Oui, mais c'est une tradition qu'il ne comprend pas. Il a du mal à comprendre les traditions lyonnaises. On s'en est rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. Et sur ces sujets-là, il se met vraiment à l'écart. Et si on parle de cet événement, je pense qu'il ne faut pas regarder tous les grands événements festifs qui rassemblent les gens sous le prisme de l'écologie. Parce que si on va au bout de cette logique-là, alors Grégory Doucet va faire quoi? Une fête des Lumières sans lumière? Une fête de lumière sans lumignon parce que ça pollue? Ou est-ce qu'il faudra tous venir en vélo et alors du coup on n'aura pas beaucoup de visiteurs s'ils ne peuvent pas se déplacer en avion, en train, enfin... Donc non, sérieusement, je pense que Grégory Doucet nous propose une fête des Lumières. On attend de voir, mais ça ne sera jamais comme on l'a connu précédemment. Allez, on est obligé de conclure rapidement sur notre dernier sujet. C'est la décision de Laurent Wauquiez cette semaine de bannir de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des documents de la collectivité l'écriture inclusive, les anglicismes et les acronymes, ce qui lui a valu les critiques de son opposition de gauche, notamment des écologistes, qui estiment que le Républicain joue son rôle de grand mâle blanc dominant. Alors, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas des sujets plus sérieux à promouvoir auprès des médias que cet épiphénomène, d'autant que la région n'utilisait pas l'écriture inclusive, donc au final on bannit quelque chose qui n'avait pas cours. Autour de la table, qui veut réagir? Non, moi, pour reprendre votre question, je pense que ce qui fait l'unité d'une nation, c'est la langue. Et de tout temps. Quand vous regardez ce qui s'est passé lors de la défaite en 1870, les Allemands, les Allemands, ils ont interdit la pratique de la langue française en Alsace et Lorraine. Quand vous prenez le cas de la Finlande, lorsque vous êtes un étranger et que vous voulez venir vous installer, vous devez suivre 2 années de cours obligatoires de la langue finnoise, qui est une langue extrêmement difficile, qui comporte 15 déclinaisons. Et c'est pourquoi, pour que les gens s'intègrent dans le pays. Moi, aujourd'hui, si je peux débattre avec vous, alors que ma mère est née... ma mère est finlandaise, mon père est tunisien, je suis née en France. Si je peux débattre avec vous aujourd'hui, c'est parce que je maîtrise la langue française et c'est ce qui fait que je me sens complètement française. Donc l'unité de la nation passe par la langue et je suis tout à fait d'accord avec Laurent Wauquiez quand il insiste sur le fait d'avoir un bon usage de la langue. Et si on regarde la question plutôt sur votre angle équilibre homme-femme, moi, ce n'est pas en rajoutant un « e » à la fin de chaque mot que je vais me sentir plus en équilibre. Ce n'est pas le sujet. L'équilibre entre les hommes et les femmes, ça se joue à quel niveau? Ça se joue au niveau de l'instruction, ça se joue au niveau de l'éducation et ça se joue au niveau du travail. Et si Grégory Doucet veut vraiment agir sur ce sujet-là, il devrait arrêter de dépenser de l'argent sur l'écriture inclusive. C'est pas le sujet. Moi, je l'invite très sérieusement à proposer une place en crèche pour chacun de nos enfants. Et ça permettrait à toutes les femmes de continuer à travailler. Et là, il ferait avancer le sujet de l'égalité homme-femme. C'est ce que j'attends de lui.
Romain Myriam a réussi à placer Grégory Doucet, vous n'avez pas le droit de placer la guillotière dans votre réponse. Je placerai pas que d'invitation pour Grégory Doucet. Par contre, s'il construisait... alors moi, je suis tout à fait pour le fait qu'on construise des crèches pour tous les petits Lyonnais, il n'y a pas de souci, mais je ne suis pas sûr qu'en matière fiscale, vous seriez bien d'accord sur les augmentations d'impôts que ça pourrait C'est une question de choix budgétaire. C'est une question de choix budgétaire. Sur l'écriture inclusive, alors moi je ne suis pas le plus grand fan de Laurent Wauquiez autour de cette table. Après, qu'il ait pris cette décision, ça me semble relativement logique, même s'il y a une question de communication, parce que de toute façon la région ne l'utilisait déjà pas. L'État, et c'est Jean-Michel Blanquer qui avait commencé justement à travailler sur le sujet, aussi impose à ce qu'on n'utilise pas l'écriture inclusive. Donc il y a une fonction de communication de la part de Wauquiez, mais il y a aussi une fonction de communication de la part de l'opposition, parce que quelque part, si vous voulez, c'est un peu comme les présidentielles auxquelles qu'on commence à voir se dessiner. Zemmour se nourrit de la woke culture, du côté un peu indigné permanent, etc., décolonial, et les décoloniaux se nourrissent des excès d'Éric Zemmour. Il y a une espèce de tenaille identitaire entre les deux, et là, bon, d'une manière beaucoup plus soft, parce qu'évidemment Laurent Wauquiez c'est pas Zemmour, et évidemment les Verts, c'est pas que la woke culture, bon, même s'il y a Sandrine Rousseau en leur sein, mais il y a aussi des gens très raisonnables comme Yannick Jadot. Les Verts aussi sont partis sur cette polémique-là, qui effectivement n'a pas vraiment lieu d'être. Une langue, au bout d'un moment, c'est quand même un certain nombre de conventions. Si on commence tous à écrire de manière, et là je vous rejoins complètement, si on commence tous à écrire de manière différenciée systématiquement, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Est-ce que c'est un vrai sujet de la région ? Je ne pense pas que la région se limite à interdire, et encore une fois, c'est pas pour défendre Laurent Wauquiez, mais la région, elle se limite. Mais vous avez raison de le faire, c'est un excellent président de la région. C'est comme, j'ai été ravi de voir que vous défendiez la politique de Gérard Collomb en matière culturelle. J'ai cru voir que vous étiez présenté contre lui à quelques reprises. Et, nous avons fait alliance, souvenez-vous. Rapidement, je me souviens, c'était un des pires jours de ma vie, cette alliance. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, voilà, et donc la région, elle fait quand même autre chose que ça. C'est quand même dommage d'ailleurs, et ça touche pas qu'Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on ne parle des régions en France que quand il y a des polémiques sur X ou Y trucs, sur une burqa ou sur autre chose, alors qu'elles ont des missions qui, gauche ou droite, touchent énormément de domaines de notre pays, quoi. Ça, c'est le problème de tous ces échelons, de cette hypercentralisation et de tout ça, qui fait qu'on ne parle des échelons que quand il y a polémique, et c'est dommage, c'est pas bon pour le débat public. Raphaël, pour conclure. Oui, c'est quoi l'écriture inclusive ? L'écriture inclusive, c'est une manière de questionner les rapports d'inégalité. En ce sens-là, elle est très intéressante, l'écriture inclusive. Après, la langue, c'est un usage. C'est pas l'Académie française qui décide de tout, hein. Sinon on parlerait des épinglettes et pas des pins. Ils essayent de mettre des normes, des fois ça marche. Par exemple, c'est eux qui ont imposé qu'on fasse l'accord majoritaire. Si on parle des sages-femmes et qu'il y a quelques hommes dans la profession, il faudra accorder au masculin. Ça, l'Académie française a réussi à l'imposer, mais c'était pas le cas avant. Je crois qu'elle l'a imposé. Vous avez déjà lu un livre en écriture inclusive ? Moi, non, je suis pas du tout convaincu que l'écriture inclusive s'imposera, parce que ça, c'est une question d'usage. C'est les Français qui décideront. Je suis pas sûr que ça marchera. Ouais. Mais par contre, les questions qui sont posées sont intéressantes. Et la réalité sur la politique de Laurent Wauquiez, puisque je reviens à la question, est-ce que c'est une caricature ? Oui, enfin, c'est surtout sa politique qui est caricaturale. Je vous rappelle, sur le dernier mandat, il a fait exploser la subvention des chasseurs, mais à 6 millions d'euros pour les chasseurs. On se demande pourquoi. Laisse-moi finir ma réponse. Je ne sais jamais si on se tutoie ou si on on se voit. 6 millions d'euros. Laissez-moi finir ma réponse, monsieur Blachier, c'est ça qu'il faut dire. Ouais. 6 millions d'euros pour les chasseurs. En même temps, on baisse les subventions du planning familial. Oui, non, mais ça, voilà. Et si on regarde sur l'ensemble du mandat, 6 millions pour les chasseurs, combien pour le planning familial ? Je crois que c'était autour de 600 000 euros sur le dernier mandat. Donc c'est 10 fois moins. Qu'est-ce que fait la région pour la précarité menstruelle des jeunes filles au lycée de sa région qui sont sous sa compétence ? C'est ça les questions qui peuvent être posées, notamment par l'écriture inclusive ou autrement. L'équilibre homme-femme se fait pas à travers l'emploi et la formation. Et moi, je pense qu'il faut placer ce débat-là. La précarité menstruelle, c'est une vraie question aussi. Mais grave. Il faut placer, mais j'imagine que vous connaissez bien le sujet, peut-être pas aussi bien que moi. Sans doute pas. Certainement pas. Non, le vrai sujet de l'équilibre homme-femme, je pense que Laurent Wauquiez le fait tous les jours. Il le fait à travers les formations et à travers l'emploi qu'il va rechercher. Et c'est ça le vrai sujet. Et l'équilibre homme-femme, il se fera quand chacun aura trouvé une place dans cette société. Et moi, je vous remercie. Je pense que c'est un excellent président de région. Féministe. Et moi, je vous remercie tous les trois pour ce débat. Il faut qu'on clôture. Je vous remercie également pour votre fidélité. Passez une bonne semaine et je vous retrouve vendredi prochain.